Bonsoir à tous, lundi 1er avril, nouveau mois, nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette édition du 7-8 journal. Tout de suite, les titres. Chasseurs contre défenseurs des animaux. Samedi, la ville de Rambouillet a été le théâtre de 2 manifestations, celle du collectif AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui, contre-mobilisation des partisans de la chasse à courre venus défendre une pratique ancestrale. Les 2 cortèges ne se sont pas croisés. En ce début avril, la trêve hivernale prend fin. Les expulsions, coupures de gaz et d'électricité ne sont plus suspendues. Situation préoccupante pour les locataires concernés, mais aussi pour plusieurs campements de Rome des Yvelines. Invité de ce journal, Bernard Ollion, responsable du Secours catholique de Montigny-le-Bretonneux. Et puis il a démarré ce week-end, le 2e festival Le Rire Soleil se tient jusqu'au 11 mai, 5 dates et une dizaine d'humoristes et artistes au programme, un événement organisé par l'association Rire 78 et l'agglomération Versailles Grand Parc, nous en parlons en plateau. Avec nous également tout à l'heure le journaliste Laurent Mansart qui publie son premier polar, Mettez-la au parfum, on en parle à la fin de ce journal. Samedi, mouvementé donc à Rambouillet, la ville était au cœur d'une double manifestation pour ce jour de fermeture de la saison de la chasse à courre. L'association AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui, avait choisi de protester contre cette pratique. Les chasseurs, eux aussi, se sont rassemblés. Le récit de Mélanie Poquet. Les uns à la gare, les autres au château. À Rambouillet ce samedi, 2 manifestations, les pros et anti-chasse à courre. C'est une pratique cruelle qui consiste à traquer un animal pendant de longues heures pour le liquider ensuite à l'arme blanche ou le faire noyer par les chiens dans un étang et pour finalement donner l'animal à manger aux chiens. Ce n'est pas une chasse pour se nourrir. Près de 300 manifestants ont répondu présents à l'appel de l'association Abolissons la vénerie aujourd'hui. Ils ont défilé au son des tambours et slogans. Je trouve que c'est vraiment débile. On n'a pas besoin de tuer des animaux, c'est pas des jeux. Il faut que ça s'arrête. Pour dénoncer la barbarie de la chasse à courre et pour dénoncer à quel point ça n'a plus lieu d'être au XXIe siècle. La chasse en tant que telle me dégoûte parce qu'il y a de moins en moins d'animaux en forêt, parce que le non-respect de la vie. Au tambour ont répondu les corps, les pro-chasses étaient près de 400. Pour défendre le milieu rural, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des gens qui sont pas de la ruralité, qui veulent décider pour des autres. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Ça s'est toujours pratiqué, la chasse à courre. Avant, on chassait le loup. Alors, vous voyez. La forêt de Rambouillet est le lieu de chasse de l'équipage de Bonnel-Rambouillet depuis 1871. Il faut savoir qu'un équipage de chasse à courre, c'est d'abord un élevage de chiens. Et si on nous supprime, nos chiens, qui sont le fruit de siècles de travail, disparaîtront avec nous. C'est une façon de maintenir le sauvage dans les massifs forestiers, c'est-à-dire essentiellement éviter qu'une belle forêt comme Rambouillet se transforme en parc animalier et finalement on dénature les animaux. Les 2 cortèges ont défilé sans se croiser. La chasse à courre a pris fin ce week-end. Elle est autorisée chaque année de septembre à mars. Selon un sondage IFOP de 2017 pour la fondation Brigitte Bardot, 84% des Français sont opposés à la chasse à courre. Eux étaient plus de 33 000 contestataires selon la police, 102 000 selon les organisateurs. Samedi, les Gilets jaunes ont mené l'acte 20 de leur mobilisation. Dans les Yvelines, ils se sont rassemblés également dimanche. Opération parking gratuit au centre hospitalier de Versailles pour dénoncer la gestion de ce parking d'un équipement public par le groupe Vinci. Les Gilets jaunes ont interpellé les visiteurs et distribué des tracts de façon pacifique, une façon de soutenir le personnel médical et de rappeler leurs principales revendications. C'était au micro de Nicolas Dandry. Les visiteurs sont à peine arrivés sur le parking que déjà ils doivent payer. C'est ce que moi je considère comme du racket. Donc aujourd'hui on donne l'opportunité aux visiteurs, aux patients qui viennent se soigner, de garder leur argent et de profiter avec leur argent, avec leur famille et on leur donne du pouvoir d'achat. C'est une façon aussi pour nous d'expliquer aux gens ce qu'est le mouvement Gilets jaunes. En termes de revendications, donc on distribue des petits fascicules. Moi j'en ai un qui est là, qui est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est extrêmement simple, bien fait, et qui explique effectivement ce que l'on souhaite sur le RIC législatif, révocatoire, constituant et abrogatoire, tout simplement.
Dans l'actualité aussi, la fin de la trêve hivernale. Dès aujourd'hui, les expulsions prononcées peuvent être de nouveau effectuées. Le gaz et l'électricité aussi peuvent être de nouveau coupés. Une situation préoccupante pour plusieurs familles dans les Yvelines. On en parle avec vous. Bernard Ollion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'antenne locale du Secours catholique à Montigny-le-Bretonneux. On va parler avec vous de la fin de cette trêve hivernale, mais aussi de vos inquiétudes concernant des campements de Roms menacés d'expulsion sur le secteur. Déjà, un mot sur le Secours catholique. Rappelons quelles sont ses missions au Secours catholique. Le Secours catholique a comme mission d'accompagner des personnes en difficulté de tous ordres, social, financier, humain, et de parcourir avec eux le chemin qui retrouve une autonomie ou une insertion dans le cas de ceux qui sont un peu éloignés de la société. Reprendre pied dans la vie quotidienne. Donc c'est de l'accompagnement beaucoup. Et votre antenne locale a un rayon d'action uniquement sur cette ville de Montigny-le-Bretonneux ? Oui, comme il existe des équipes locales sur les communes voisines, donc en fait on s'avait réparti les communes, c'était un découpage facile. Donc on agit sur la commune de Montigny. Sur ce sujet des trêves hivernales, est-ce que vous avez des familles à Montigny concernées par le sujet ? Alors on n'a pas connaissance Si, il y a quelques familles effectivement qui viennent nous voir qui sont éventuellement menacées d'expulsion. Donc il y a éventuellement encore des recours possibles aussi. Mais c'est plutôt effectivement la population qui n'est pas dans des logements, dans le parc locatif, mais dans des campements ou bidonvilles qui nous préoccupe un peu. Justement, pendant cette période, même maintenant qu'elle est terminée, quel est votre travail comme association ? Alors, on n'a directement pas beaucoup d'actions possibles. C'est plutôt dans les phases où les personnes sont stabilisées qu'on les accompagne vers la recherche d'emploi, vers l'apprentissage de la langue française, vers la recherche de logement social, l'apprentissage du français aussi, la scolarisation des enfants. Pour la partie hébergement en cas d'expulsion, c'est plutôt de l'ordre des pouvoirs publics de prendre ça en charge. Donc on peut intervenir auprès d'eux, mais pas se substituer. Alors il y a une situation préoccupante que vous souhaitiez mettre en avant, celle de 3 campements de Roms du secteur qui sont visés par des arrêtés d'expulsion prononcés par le tribunal de Versailles. Combien de personnes sont concernées ? Alors le tribunal de Versailles, ça concerne, je pense, un des 3 groupes. Les autres, ce sont des arrêtés municipaux, mais l'expulsion peut avoir lieu de toute façon. Je pense que ça concerne, à ma connaissance, entre 40 à 50 personnes dans un rayon de 3 km autour de la gare de Saint-Quentin. Est-ce que des expulsions sont produites dès aujourd'hui ou c'est prévu dans les prochains jours ? On ne sait jamais très bien. Donc les autorités, il faut que les préfets ou les maires demandent le recours à la force publique. Donc ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Alors il y a une loi sur ces expulsions qui date de 2012, qui a été complétée l'an passé, qui dit qu'en cas d'expulsion de campement ou de bidonville, les préfets doivent mobiliser des dispositifs, des formules en tout cas d'accompagnement en vue d'un accès possible au logement autonome, c'est ça ? Et ça peut se faire sous quelle forme cet accompagnement, par exemple ? Effectivement, je rappelais juste que la particularité de ces expulsions de campement ou de squat, c'est que les personnes concernées ne voient souvent pas d'autres solutions que de chercher un hébergement de même nature à proximité. Et donc, d'année en année, ça peut se perpétuer et les mêmes personnes se retrouver expulsées à répétition plusieurs années de suite. Alors que le texte gouvernemental auquel fait allusion de janvier 2018, effectivement, enjoint en particulier aux préfets de faire un bilan social avant que les personnes soient expulsées et de proposer avec les services sociaux des formules d'hébergement pour les personnes. On a constaté au cours de l'année 2018 que sur les expulsions connues à Montigny, ça ne s'était pas produit comme ça. Les personnes sont prévenues de voir des guerres pires et le jour venu sont mises dehors. Aujourd'hui, oui, vous mettez ça en avant, vous dénoncez ça, qu'il n'y a pas eu forcément de solution d'accompagnement, en tout cas pour les personnes qui ont été expulsées l'année dernière. Tout à fait. Donc c'est ce que nous redoutons encore pour cette année, puisque on n'a pas connaissance que la préfecture qui est en charge de la chose est accorder des crédits et désigner des intervenants sociaux pour s'occuper de ça. Donc il y a un fort risque que ça se produise de la même manière. Voilà. Pour certaines des familles qui ont été expulsées en 2018, c'était déjà la 3e fois, donc ça pourrait encore être la 4e fois. La conséquence à chaque fois, c'est que les personnes en général ont du travail
où certains, les jeunes par exemple, sont en cours d'apprentissage du français ou scolarisés. Donc il y a un certain déracinement finalement. Alors, donc ça occasionne un déracinement, des interruptions dans tout ce processus d'insertion et un gros retour en arrière qui peut faire perdre des mois et des mois d'efforts de ces familles. J'allais terminer sur ça. Pourquoi c'est primordial pour vous qu'il y ait cet accompagnement? C'est justement pour favoriser l'insertion, c'est ça, cette insertion? Absolument. On s'aperçoit, il y a un organisme gouvernemental qui coordonne tous ces efforts, qui communique de temps en temps sur ces réalisations. On s'aperçoit qu'il y a des bons cas, il y a des villes où ça se passe bien, mais c'est toujours dans les cas où la municipalité s'est emparée du problème et en partenariat avec les services sociaux, les services de l'État, a décidé de traiter le problème en faisant cet effort d'insertion et pas simplement en se débarrassant des gens, en les expulsant. Merci Bernard Ollion pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'équipe locale du Secours catholique à Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes à 8 semaines désormais des européennes. C'est le dimanche 26 mai prochain. À l'approche de ce scrutin, le dossier de la rédaction est consacré cette semaine à l'UE. Quels sont notamment les enjeux de ces élections? La Maison de l'Europe des Yvelines s'est penchée sur la question. Une pièce de théâtre était proposée la semaine dernière au théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Le reportage de Nicolas Dandry. À vous de décider maintenant du sort futur de l'Europe. L'Europe à la barre des accusés, avec le public comme juré. C'est le principe de ce procès théâtralisé. L'Union européenne est visée par plusieurs chefs d'accusation. Les nombreux désaccords sur les modalités de traitement de la crise migratoire sont-ils constitutifs d'un motif de rupture du pacte européen? L'Europe est-elle pénalement responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Les jurés n'ont pas besoin d'être experts pour comprendre qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Le modèle européen au cœur du débat entre la procureure et l'avocat de la défense. Cette pièce participative fait appel à des experts des questions européennes pour témoigner. Ce soir-là, René Priot, conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye, et Fanny Dubré, experte du CNRS, sont appelés à la barre. Moi, j'ai vraiment cette question-là. Elle me protège de qui, l'Europe? Vous faites allusion aux normes européennes. Les normes européennes, elles sont justement là pour nous protéger. Créée en 2014, cette pièce amène à réfléchir sur l'Union européenne, à comprendre les mécanismes et les décisions prises à ce niveau. Ainsi, certains enjeux des prochaines élections européennes apparaissent. Il me semblait que la question du débat européen était trop polarisée, les pro-européens, les anti-européens, et que le procès était au final une très bonne forme pour amener des nuances et de la contradiction. Que pour nous, l'enjeu, c'est de faire poser des questions aux gens et de ne pas donner de réponses. On passe notre temps à écouter des réponses sur l'Europe, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit pas être. Nous, ce qu'on veut, c'est réinterroger sur l'Europe et les gens se réintéressent à ce sujet qui nous paraît primordial. Autre enjeu du scrutin, la participation notamment des jeunes. Le député européen Jean-Marie Cavada mobilise les lycéens en tenant des conférences. C'est le cas du lycée Marie Curie à Versailles, avec des élèves conscients des enjeux européens. Si jamais les élections stoppaient la construction de l'Europe par le fait que des anti-européens soient majoritaires au pouvoir, alors commenceraient des siècles, des décennies en tout cas extrêmement pénibles où nous sommes de petits pays à la merci des grands. Et c'est ça que je ne veux pas. Pour moi, c'est un enjeu social pour le bien-être des gens, l'évolution des populations européennes et aussi pour l'environnement qui va, ne se le cachons pas, très mal aujourd'hui. J'ai une crainte que l'influence du moment vienne sur l'Union européenne, donc c'est pour ça que je pense que le scrutin est important en ce moment, et aussi sur la raison climatique qui est aussi extrêmement importante, c'est parce que c'est le monde de demain. Enfin, ce scrutin aura un enjeu national, c'est la première élection depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Cette échéance électorale dégagera un enseignement politique dans un contexte de contestation sociale menée par le mouvement des Gilets jaunes. L'école scientifique des mines ParisTech va s'installer bientôt à Versailles. 3 de ses laboratoires sur le plateau de Satory. Vendredi, le conseil départemental des Yvelines a approuvé la construction d'un ensemble immobilier de 15 000 mètres carrés. La collectivité investit pour ce faire 70 millions d'euros, un projet qui devrait aboutir en 2023 après une tentative avortée en 2013. Les propos sont recueillis par Michael Elmidoro. C'était un moment absolument important, une
une pierre d'étape, une milestone dans notre projet d'implantation à Satori, qui verra le jour dans 2 ou 3 ans maintenant, et qui nous permettra de regrouper 3 laboratoires importants de l'école, le centre des matériaux, le centre d'efficacité énergétique des systèmes et le centre de robotique, sur un site unique à Satori. C'est une nouvelle remarquable pour l'industrie yvelinoise qui a besoin de la recherche telle qu'elle est portée par cette école. Donc on est dans ce cercle vertueux d'un département qui fait des économies dans ses dépenses quotidiennes pour pouvoir investir dans des opérations qui vont produire de la richesse et de l'emploi. En ce 1er avril, nous ne pouvions éluder le sujet de l'humour. Je vous invite d'ailleurs à retrouver une bande-annonce de nos émissions, une bande-annonce spéciale sur nos réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus. On parle également humour avec vous, Anissa Tamini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des affaires culturelles à Buc et vous êtes l'une des ambassadrices du festival Le Rire Soleil. Alors la 2e édition a démarré vendredi. 5 dates, une dizaine d'artistes programmés et à retrouver jusqu'au 11 mai. La soirée d'ouverture se déroulait vendredi à Rocancourt. Il y a également une date à Buc samedi. Est-ce que cette 2e édition a bien été lancée? Eh bien, écoutez, on est très contents parce que c'est une édition qui marque la suite de la naissance d'un festival. C'est toujours facile de faire naître un festival, mais de le faire vivre, de l'installer le après, c'est plus difficile. Et donc là, 5 communes ont répondu présentes, dont Buc, pour la préparation de cette édition, qui a vu donc son ouverture se faire à Rocancourt. C'était une très très belle soirée avec un panel d'artistes qui effectivement est, comme le dit son nom, rire et émerveillement, puisqu'il y a des artistes qui venaient de Mongolie, donc franchement il y a eu et pas que du rire, aussi de la musique, de l'improvisation. Un peu tout, de l'improvisation, du rire, de la musique. Voilà, c'était vraiment un événement qui rassemblait tout le monde. L'idée c'était de faire voyager les gens, et donc voilà, avec le directeur artistique qui est Éric Bouvron et qui est à l'initiative de ce festival. Et donc, on le connaît aujourd'hui et il n'est plus à présenter, mais c'est vrai qu'il a souhaité casser les barrières et faire voyager les gens. Voilà. Vous le disiez, pas que du rire, c'est de l'émerveillement. C'est ça aussi l'objectif plus global du festival. Donc on passe d'un univers à l'autre et c'est très agréable. Et organisé, on le rappelle, par l'association Rire 78 et aussi l'agglomération Versailles Grand Parc. Il y a une idée aussi, c'est d'associer les jeunes à tout ce temps de festival, les jeunes qui montent sur scène, c'est ça, lors des premières parties des soirées, les jeunes du territoire. Tout à fait. C'est un festival qui a en fait un volet pédagogique important. Ça, c'est très important pour nous parce que l'idée, c'est de fédérer aussi les jeunes, de les amener à comprendre, en tout cas à prendre part au concept. Et donc, l'idée, c'était en amont du festival, monter des ateliers dans les écoles. On a choisi pour ça les écoles primaires parce que c'est vrai que c'est un âge assez intéressant. Et donc, avec les artistes qui font partie de ce festival, qui vont aller dans les différentes écoles, travailler avec les enfants sur les textes de Vos. Ça, c'est important à souligner. De Raymond DeVos. Les enfants qui ne connaissent pas forcément Raymond DeVos, un humoriste d'un autre âge, mais qui a l'avantage de jouer avec les mots, d'être un véritable artiste, en tout cas du mot. Complètement, et puis c'est surtout leur amener l'amour des mots, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à faire lire les enfants, et donc l'idée c'est vraiment de les amener vers l'amour des mots d'une manière différente. Et donc ils ont travaillé avec des artistes qui viennent d'horizons divers, et ils ont restitué, en fait ils ont travaillé sur les textes de DeVos, ils les ont restitués d'une manière qui est la leur, et ça peut être du chant, du mime, du théâtre, enfin voilà. Et donc samedi et vendredi, on a vraiment eu de très très belles surprises avec des jeunes enfants qui étaient vraiment extraordinaires. Vous disiez derrière tout ça, il y a un homme, c'est Éric Bouvron. Oui, c'est Éric Bouvron qui est le directeur artistique, et après au niveau de chaque ville, c'est le service culturel donc qui prend en charge l'organisation et des ateliers et puis l'organisation de l'événement lui-même. Voilà. Alors, et cette année, il y a un parrain, c'est l'éditorialiste politique, journaliste Christophe Barbier. Pourquoi le choisir lui? On ne fait pas forcément le lien avec l'humour, Christophe Barbier. Alors c'est un choix qui a été fait par l'équipe organisatrice du festival. Je pense qu'il répond aussi à une attente, l'information, l'envie d'amener les gens vers d'autres horizons. Donc voilà. Et puis très gentiment, il a été vraiment très très impressionné par ce concept qu'il a souhaité soutenir. Et on espère avoir un parrain chaque année qui pourrait porter ce festival et le faire vivre. Maintenant, l'objectif, c'est ça, c'est, vous le disiez en début d'entretien, de l'installer, de le pérenniser dans le temps. Absolument. Et nous espérons, en tout cas, je lance un appel à toutes les villes, pas uniquement des Yvelines, mais des autres, justement, de nous rejoindre et de prendre part à ce festival. Voilà, tout est à faire, tout est à comprendre.
construire. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est construit ensemble. Voilà, on vient pas avec quelque chose qui est déjà posé, mais on arrive dans chaque ville, on étudie les projets, et on essaye de s'adapter aux besoins et en tout cas d'amener quelque chose. Pour ceux qui ont raté les 2 premières dates, pas de panique, il y en a d'autres. Les Glandeurs Nature ce vendredi à 5 avril à Toussus-le-Noble, Michael Hirsch le 13 avril à Bièvre et enfin le 11 mai à Jouy-en-Josas les frères Coll. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette programmation? Comment elle s'est construite, la programmation cette année? La programmation, en fait, elle a un fil conducteur qui est celui donc d'aller sur des diverses disciplines, d'amener les gens à découvrir, donc vraiment de passer un message aussi, casser les barrières, faire rencontrer les gens, peut-être jouer sur les préjugés, et donc l'idée c'est vraiment de balayer un petit peu tous les comment dire différentes disciplines, différentes choses, et puis d'amener les gens vers quelque chose et vers la surprise aussi, parce que c'est vrai que de pouvoir amener les gens vers la surprise, c'est sympa. Une question plus pratique pour terminer, pour ces soirées, on peut prendre directement sa place sur le lieu de la soirée. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Tout à fait. Chaque ville en fait s'occupe de sa billetterie, mais ça aussi ça a étudié. Peut-être que demain il y aura une billetterie commune unique pour le festival, ce serait sympa. Et les prix des entrées, on précise qu'ils sont de 5 à 12 euros. Voilà. Toutes les informations bien sûr à retrouver sur la page Facebook du festival Le Rire Soleil. Merci Anissa Tamini d'être passée sur ce plateau, directrice des affaires culturelles dans la ville de Buc. Et mon autre invité pour refermer ce journal est un confrère. Bonsoir Laurent Mansart. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Parisien Yvelines et vous avez publié votre premier polar, Mettez-la au parfum. C'est aux éditions Estelas, l'histoire d'une spécialiste en lingerie fine dont la vie va se retrouver bouleversée. On aura l'occasion de pitcher cet ouvrage dans un instant. Écrire autre chose que des articles de presse, est-ce que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis de nombreuses années? C'est quelque chose que vous faisiez déjà? Si je vais loin, je peux dire que ça me trotte dans la tête depuis que je sais écrire, mais il suffisait de s'y mettre. Mais c'est pas facile de s'y mettre et de trouver la bonne idée, et puis aussi de se nourrir de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on aime culturellement, et puis d'essayer de ressortir quelque chose et de sentir que c'est le bon moment. En fait, c'était compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence, alors la question est peut-être naïve, mais entre la manière d'écrire un article de presse et écrire un roman, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une vraie différence, c'est-à-dire qu'au Parisien, vous savez qu'on écrit des articles courts et nerveux, donc évidemment, un roman, ça se développe. Il faut développer des idées, il faut développer des personnages. Après, évidemment, être journaliste, ça aide dans la construction des phrases et des idées et de la suite dans les idées, mais ça, évidemment, ça n'a rien à voir, quoi. Et après ce premier polar, est-ce qu'il y a déjà un exercice que vous préférez, écrire des articles de presse, écrire un roman? J'aime bien les deux. Moi, j'aime bien écrire. Ça se complète? Ouais, ça se complète. Ouais. Au journal, on écrit dans l'urgence, et puis là, on écrit dans le temps, au fil de ce qui se passe dans la tête, quoi. Et vous le disiez, il faut avoir un déclic, du temps aussi. Comment on trouve le temps à côté de son activité professionnelle qui consiste déjà à écrire, de trouver du temps pour écrire autre chose, justement? Il y a quelque chose qui n'est pas facile, c'est-à-dire que vous avez du temps et il n'y a pas l'inspiration, ou alors vous avez l'inspiration, mais vous êtes en train de faire autre chose, quoi. Donc le tout, c'est de trouver le bon timing, et puis des fois de forcer aussi l'inspiration, et puis de revenir après sur ce qu'on a écrit éventuellement. Alors un petit pitch de l'ouvrage, je le rappelle, Mettez-la au parfum, l'histoire d'Anaïs qui fait carrière dans la lingerie fine. Que va-t-il se produire pour elle? Quelle est l'intrigue? Ça a l'air triste comme ça, le livre est drôle, ça a l'air triste comme ça. Sa mère meurt et lui laisse une lettre en lui révélant le vrai nom de son père qu'elle n'a jamais connu. Et il se trouve qu'elle découvre qu'elle est l'héritière de la plus grosse fortune de France, puisqu'il lui reste son grand-père, qui lui est vivant, qui a 97 ans, qui va bientôt passer la main ou mourir. En tout cas, elle va se retrouver à la tête de la plus grosse fortune de France, et évidemment, ça crée des jalousies et des jalousies. Ça part peut-être, vous disiez, d'une nouvelle un peu triste, mais finalement, il y a une idée qui est aussi des moments drôles dans cet ouvrage. Enfin, je pense que l'ouvrage est foncièrement drôle, oui, en fait, d'accord. Du début à la fin, avec quelques moments d'émotion, bien sûr, mais les retours des gens qui l'ont lu me disent qu'ils ont autant ri que moi j'ai ri quand je l'ai écrit, quoi, en tout cas. Sur les inspirations, est-ce que vous puisez peut-être... alors les faits divers dans les Yvelines sont nombreux. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des auteurs peut-être qui vous inspirent sur l'ouvrage? Les faits divers, non.
non. Ça peut être une source d'inspiration. Des fois, vous partez d'une brève et puis enfin, on connaît des auteurs qui sont partis d'une brève lue dans un journal local et qui ont écrit un livre. Non, moi, c'est plutôt des auteurs et plutôt des gens qui m'ont inspiré, comme Frédéric Dard, donc San Antonio, et puis Michel Audiard, ses dialogues, ses personnages décalés, burlesques, pittoresques. Et j'ai lu que vous écriviez sur un fond de musique. Vous mettez de la musique pour écrire. C'est quelque chose qui vous motive à écrire, vous inspire également? Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'on écrit et puis tout d'un coup la musique disparaît. Et puis tout d'un coup il y a un mot dans une chanson qui revient, qui vous interpelle. Enfin, ça marche comme ça pour moi. Et ce mot qui m'interpelle m'inspire une phrase. Voilà, donc je laisse la musique faire son œuvre. Et c'est un polar que vous avez présenté notamment en dédicace, et vous étiez au dernier salon du livre. Comment c'était cette première pour vous? C'était assez incroyable de rencontrer des gens et de vendre son livre et de leur dire je vous promets vous allez rire, achetez-le. Faut être convaincant et j'ai réussi à convaincre quelques personnes. Ouais. Il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Oui, je suis en train d'écrire le 2e. J'en suis, on va dire, au tiers. Et puis j'ai déjà l'idée du 3e, donc le tout, c'était d'écrire le premier. Quoi. Donc il y a eu le déclic finalement qui va amener d'autres ouvrages maintenant. C'est ça, il fallait juste qu'il y ait une petite fée de l'inspiration qui me pousse à écrire celui-là, à trouver l'éditeur. C'était pas facile. Je remercie Max de chez Estelas d'ailleurs. Et puis maintenant c'est parti quoi. Donc ce premier ouvrage qui est publié, vous l'avez dit, aux éditions Estelas, mettez-la au parfum, et c'est au prix de 9,90 €. Merci Laurent Mansart d'être passé sur ce plateau, journaliste notamment au Parisien Evelyne et auteur maintenant de romans polars. Et puis pas de chronique de résultats dans cette édition, rassurez-vous, Mickaël Elmidoro arrive dans un instant avec son émission le 7-8 Sport, score, reportage et annonce des événements sportifs. C'est toute l'actualité sportive à retrouver dans un instant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.